Les explorations fonctionnelles ont un rôle très important en otologie. Elles permettent premièrement de faire le diagnostic d'une surdité et deuxièmement d'apprécier l'importance de cette surdité. Troisièmement, de rechercher une cause, mais également elle permet de tester l'oreille après un traitement médical, chirurgical ou bien prothétique. L'audition est l'un des 5 sens et la source de recueil principale des informations sur le monde extérieur. En effet, la vue, le toucher, le goût et l'odorat ne sont pas capables de fournir à l'homme des éléments d'analyse suffisamment complets. L'audition des sons est extrêmement capitale pour intégrer l'homme dans son environnement. Elle lui permet de s'exprimer et communiquer avec ses semblables par l'élaboration du langage. Avant de parler sur les épreuves fonctionnelles en otologie, on va parler sur l'organe de l'audition qui est situé dans l'os temporal et capable de capter les vibrations acoustiques mécaniques de milieu extérieur et transformé en influx nerveux. Cet organe comporte physiologiquement 2 parties. Première partie, c'est l'appareil de transmission fait de l'oreille externe et l'oreille moyenne. L'oreille externe se compose d'un capteur périphérique, c'est le pavillon, qui permet la collection des ondes sonores depuis le milieu extérieur. Et un canal de transmission, c'est le conduit auditif externe, qui permet la transmission de l'onde sonore depuis le milieu extérieur vers la membrane tympanique. L'oreille moyenne, pour exercer sa fonction d'amplification, donc elle joue un rôle d'amplification de l'onde sonore. Pour jouer ce rôle, elle doit satisfaire à 4 conditions. Premièrement, une membrane tympanique vibrante. Deuxièmement, une chaîne ossiculaire complète et indépendante des parois de la caisse. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de communication avec la chaîne ossiculaire et les différentes parois de la caisse. Troisièmement, un jeu harmonieux des fenêtres. Quatrièmement, donc l'air de la caisse de tympan doit être renouvelé régulièrement par la trompe d'Eustache. La deuxième partie de l'organe de l'audition, c'est l'appareil de perception. Les vibrations parvenant de l'étrier sont transmises par la fenêtre ovale au liquide périlymphatique qui vibre à son tour l'organe du cortis. L'organe du cortis est le lieu de transduction mécano-électrique, c'est-à-dire la transformation des ondes sonores mécaniques en influx nerveux. L'influx nerveux se propage le long des axones de nerfs cochléaires. Ensuite, les informations neurosensorielles sont acheminées au centre auditif. Donc, la cochlée et le nerf cochléaire formant la partie initiale de l'appareil de perception et le centre auditif constituant le reste de l'appareil de perception. Quelques définitions concernant la surdité. Comme définition, la surdité, c'est une diminution d'importance variable des capacités de l'audition d'un individu qui peut toucher un seul côté ou bien les 2 côtés. Globalement, on sépare 2 types de surdité en fonction de la localisation anatomique en cause. On a les surdités de transmission et les surdités de perception. S'il y a une association des 2 composantes, c'est la surdité mixte. La surdité de transmission, c'est un défaut de transmission de l'onde sonore entre la source sonore et la cochlée. L'atteinte, elle peut siéger soit au niveau de l'oreille externe, ou bien l'oreille moyenne, ou bien les 2 à la fois. Alors que la surdité de perception, c'est un défaut de transmission de l'onde sonore depuis la cochlée jusqu'au centre auditif et causé par une atteinte soit de la cochlée, soit du nerf cochléaire, soit des voies auditives centrales. Deuxième définition, c'est la définition de son. Le son, c'est le résultat d'un mouvement des molécules d'air qui nous entourent, se propage, se forme d'une onde sonore, se traduit sur le plan physiologique par 2 critères. La première, c'est la fréquence. La fréquence, c'est le nombre d'ondes sonores par unité de temps.
L'oreille humaine perçoit des sons dont la fréquence va entre 20 et 20 000 Hz. L'acuité auditive la meilleure se place entre 1000 et 4000 Hz. La fréquence est capable de déterminer le caractère grave ou bien aigu de son, son unité de mesure et le Hertz. Deuxième critère, c'est l'intensité, détermine le caractère fort ou bien faible d'un son et son unité de mesure est le décibel. Le Bureau international d'audiophoniologie distingue 4 degrés de surdité selon l'importance de la perte auditive moyenne sur les fréquences conversationnelles 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. Une surdité légère, la perte auditive est entre 21 et 40 décibels. Entre 41 et 70, c'est une surdité moyenne. De 71 et 90, c'est une surdité sévère. Au-delà de 90, c'est une surdité profonde. Les explorations fonctionnelles en otologie sont divisées en deux parties, les explorations fonctionnelles subjectives et les explorations fonctionnelles objectives. On commence par les explorations fonctionnelles subjectives. Ces explorations nécessitent la participation volontaire du patient. Elles supposent donc la capacité de compréhension de la tâche demandée et la collaboration de bonne foi du patient. Premièrement, l'acométrie. L'acométrie consiste à l'exploration de l'audition à l'aide d'un diapason. Les épreuves de Rhine et de Weber sont essentiellement des tests quantitatifs, permettent de différencier une surdité de perception des surdités de transmission. Les deux branches de diapason mettant à vibrer très rapidement. Le test de Weber consiste à placer le diapason sur le front, bien au milieu du crâne, et on demande au patient où il entend le son produit. Avant de parler sur les résultats des tests de Weber, je rappelle que la transmission de son dans le test de Weber se fait par voie osseuse. Concernant les résultats, lorsque l'audition est normale, le patient entend le diapason de façon égale dans les deux côtés, c'est-à-dire il y avait une transmission de son de la même fréquence et de la même intensité vers les deux oreilles. Dans ce cas, on dit que le Weber est indifférent. S'il y a une surdité de transmission, il y avait une latéralisation, c'est-à-dire transmission rapide de son vers le côté sourd. Pourquoi vers le côté sourd? Parce que la conduction osseuse est toujours normale. Troisièmement, en cas de surdité de perception, c'est-à-dire dans ce cas, la conduction osseuse est atteinte. Dans ce cas, il y avait une latéralisation de son vers le côté sain. Le test d'urine consiste à placer le diapason mis en vibration, d'abord sur la mastoïde, ensuite en face du conduit auditif externe et on demande au patient où il entend mieux le diapason. Le test d'urine permet de comparer la durée de perception de la vibration sonore par voie aérienne et par voie osseuse. En cas d'audition normale ou bien d'une surdité de perception, le patient entend plus lentement les vibrations par voie aérienne que par voie osseuse. Dans ce cas, le RIN est positif. En cas d'une surdité de transmission, le patient entend par voie osseuse et n'entend plus par voie aérienne. On dit que le RIN est négatif. Pour récapituler, si l'audition est normale, le Weber est indifférencié ou bien centré et le RIN est positif. S'il y a une surdité de transmission, le Weber est latéralisé de côté atteint et le RIN est négatif. En cas de surdité de perception, le Weber est latéralisé de côté sain et le RIN est positif. Deuxième exploration fonctionnelle subjective, c'est l'audiométrie tonale Lebener. C'est une épreuve à la fois quantitative et qualitative. Elle permet de rechercher les seuils auditifs pour chaque oreille à différentes fréquences en conduction aérienne et en conduction osseuse.
Le matériel nécessaire pour faire une audiométrie tonale liminaire: premièrement, une cabine insonorisée. Deuxièmement, un audiomètre qui doit comporter au minimum un générateur de basse fréquence entre 125 et 8000 Hz. Et deuxièmement, un potentiomètre gradué de 5 à 5 décibels pour les intensités. Pour tester la conduction aérienne, on utilise un casque. Et pour tester la conduction osseuse, on utilise un vibrateur appliqué sur la mastoïde et relié à l'audiomètre. Avant de réaliser une audiométrie tonale liminaire, on doit s'assurer de l'intégrité de milieux acoustiques externes. Par exemple, la présence d'un bouchon de cérumen ou bien des sécrétions au niveau de conduits auditifs externes peut fausser les résultats. Le sujet est placé dans la cabine insonorisée. Chaque oreille doit se tester séparément. Les sons purs sont envoyés d'abord dans un casque placé sur les oreilles du patient pour la mesure des seuils tonales en conduction aérienne, puis dans un vibrateur placé sur une mastoïde pour la mesure du seuil tonal en conduction osseuse. Les résultats ou bien les seuils sont marqués sur un graphique appelé audiogramme. Les fréquences sont en abscisse et les résultats sous forme de pertes auditives sont placés en ordonnée. Pour une audition normale, les courbes de conduction osseuse et aérienne sont superposées. Les seuils normaux de l'audition normale, soit en conduction aérienne ou bien en conduction osseuse, est entre 0 et 20 décibels. En cas de surdité de transmission, la courbe de la conduction osseuse est normale, c'est-à-dire entre 0 et 20 décibels, alors que la courbe de la conduction aérienne est diminuée ou bien est abaissée par rapport à la courbe de la conduction osseuse. C'est en fonction de la perte auditive. En cas d'une surdité de perception, la courbe de la conduction osseuse est diminuée et la courbe de la conduction aérienne est superposée sur la courbe de la conduction osseuse. De fait qu'il y a une atteinte de l'appareil de la perception, même si l'appareil de la transmission est intact, il n'y avait pas de passage de son vers les voies centrales. Dans la surdité mixte, les deux courbes de la conduction osseuse et de la conduction aérienne est abaissée, mais ils en restent séparés. Ça, c'est en fonction de la perte auditive qui est différente entre la voie osseuse et la voie aérienne. Le troisième test subjectif, c'est l'audiométrie vocale. Donc, l'audiométrie vocale permet de mesurer le pourcentage de l'intelligibilité des mots, c'est-à-dire le nombre des mots compris par rapport au nombre des mots prononcés. On teste chaque oreille séparément à l'aide d'un écouteur. L'audiométriste lit au patient des listes de mots étalonnés en fréquence et en durée, à une intensité croissante. L'interprétation des résultats de l'audiométrie vocale. Premièrement, le seuil d'intelligibilité, il est en décibels, correspond à l'intensité sonore permettant la reconnaissance de 50% des mots. Le maximum d'intelligibilité, il est en pourcentage, correspond à la meilleure intelligibilité obtenue. Normalement, elle est de 100% chez un sujet normal. Passons maintenant aux explorations fonctionnelles objectives. Les méthodes objectives sont basées sur l'enregistrement de l'activité électrique des divers relais de la voie auditive et ne font pas appel à la participation du patient. Premier examen objectif, c'est la tympanométrie et l'impédance-métrie. On va commencer par la tympanométrie, qui permet d'évaluer la souplesse du système tympano-ossiculaire et l'impédance de l'oreille moyenne sous l'influence d'une hyperpression ou bien une dépression créée dans le conduit auditif externe. La tympanométrie ne peut être réalisée que si le tympan est fermé.
Pour réaliser une tympanométrie, on va faire varier la pression d'air dans le conduit auditif externe à l'aide d'une micropompe qui permet de créer soit une hyperpression ou bien une dépression dans le conduit auditif externe. Les variations du mouvement du tympan sont enregistrées sous forme de courbe du compliance avec en abscisse la pression et en ordonnée le déplacement du tympan. La compliance maximale de la membrane tympanique est obtenue lorsque les pressions endo-érythrotympaniques sont équilibrées. La variation de la pression entre moins de 100 et plus de 100 au niveau du conduit auditif externe permet d'établir une courbe de compliance tympano-ossiculaire d'aspect normal, c'est-à-dire un pic étroit centré sur le zéro. C'est à ce niveau que la pression au niveau du conduit auditif externe est égale aux pressions au niveau de l'oreille moyenne. En cas d'une obstruction tubaire, la pression au niveau de la caisse de tympan est négative. La courbe à la tympanométrie est déviée vers les pressions négatives. En cas de la présence d'un épanchement rétrotympanique, la courbe tympanométrique devient plate, signifiant la diminution ou bien l'absence de la mobilité de la chaîne tympano-ossiculaire. Après la tympanométrie, on a l'impédance métrique qui permet la mesure du réflexe stapédien. Par définition, le réflexe stapédien, c'est la contraction involontaire des muscles stapédiens qui rend plus rigide la chaîne ossiculaire et il atténue le niveau de son transmis à l'oreille interne. La stimulation auditive d'une oreille provoque une contraction des deux muscles de l'étrier, c'est-à-dire une contraction bilatérale. Donc le réflexe stapédien, c'est un réflexe bilatéral. Pour mesurer le réflexe stapédien, on soumet l'oreille à un son pur d'intensité variable. Ce son provoque une contraction ipsi et contralatérale du réflexe stapédien, provoque également une rigidité du système tympano-ossiculaire et un mouvement de tympan. Ce mouvement fait varier la pression dans le conduit auditif externe et cette variation est enregistrée par un capteur de pression. Quelques exemples concernant les résultats de la recherche de réflexes stapédiens. Par exemple, en cas de cophose, c'est-à-dire une surdité totale par une atteinte irréversible avec une lésion des structures nerveuses et sensorielles de l'oreille interne, ou bien une atteinte de nerfs auditifs. Donc, il y avait une disparition des réflexes par stimulation de l'oreille pathologique et la présence des réflexes par stimulation de l'oreille saine. En cas de surdité de transmission de l'oreille stimulée, par exemple en cas d'autospongiose, il y a une disparition de réflexe stapédien du côté pathologique et sa présence dans le côté sain. Deuxième examen objectif, c'est les auto-émissions acoustiques. En 1978, Kemp a découvert que la cochlée émettait des sons en réponse à une stimulation acoustique. C'est les auto-émissions acoustiques provoquées. Leur seuil est inférieur au seuil subjectif, c'est-à-dire ils ne sont pas audibles par le sujet qui les produit. Et on peut les enregistrer à partir d'un microphone hypersensible placé dans le conduit auditif externe. La réalisation des auto-émissions acoustiques se fait par l'enregistrement à partir d'un microsonde placé dans le conduit auditif externe et contenant un haut-parleur et microphone. On émet un clic non filtré à une fréquence de 20 stimuli par seconde et la réponse est moyenne. Les paramètres à rechercher ce sont la latence de l'apparition de la réponse, le seuil de la réponse et son spectre. Généralement, les auto-émissions acoustiques disparaissent au-delà de 30 décibels de surdité. Les auto-émissions acoustiques sont utilisées surtout à la recherche d'une surdité chez les enfants. Troisièmement, les potentiels évoqués auditifs.
Les potentiels évoqués auditifs représentent la sommation de la dépolarisation des différentes étapes de la transmission auditive. En présence d'un signal acoustique, la dépolarisation des fibres auditives provoque un champ électrique. Ce champ peut être enregistré à distance par des électrodes de surface. Pour réaliser un PEA, le patient est placé dans une cabine insonorisée avec des électrodes collées à la région mastoïdienne, le vertex et la région préauriculaire. Il est soumis à une stimulation acoustique dont on peut régler le niveau sonore. Chaque oreille est enregistrée séparément. La stimulation est un clic de son bref aigu répété 10 à 50 fois par seconde. Le signal nerveux est recueilli, amplifié et filtré. Au cours de l'examen, on observe 5 pics correspondant aux différentes synapses de la voie auditive dans le tronc cérébral. L'onde 1, c'est le ganglion spéral et le nerf auditif. L'onde 2, c'est le noyau cochléaire. L'onde 3, c'est l'olive protubérantielle. L'onde 4, c'est le noyau ventral de l'hémiscus latéral. L'onde 5, c'est le tubercule quadrijumeau postérieur. Les paramètres essentiels de ces ondes sont leur latence et leur seuil. Donc, lorsqu'il y a une modification de la latence d'une onde ou bien de seuil, ça veut dire que la pathologie est siège à ce niveau. Les pics les plus importants sont ceux des ondes 1, 3 et 5.